J'ai gagné le SMIC, je suis ravi de pu gagner le SMIC, j'ai fait des études pour ça. Et je trouve dommage qu'en France, on ne valorise pas la réussite. Ce que je dis et ce que je plaide est cohérent par rapport à ce que je pense. Voilà. Je trouve normal que certaines personnes ne m'aiment pas, et je suis ravi que certaines personnes ne m'aiment pas. Le combat du procès, je le prends véritablement comme un vrai combat, mais très codifié, avec le respect des règles. Bonjour Randall Schwerdorfer. Bonjour. Vous avez 54 ans, vous êtes né dans le Vaucluse à Orange. Vous avez pas mal bougé dans votre enfance au gré des affectations de votre papa qui était militaire. Après votre baccalauréat en 1990, vous avez voyagé en Europe, vous vous êtes installé en Espagne, notamment à Valence où vous avez vécu de petits boulots, avant de revenir en France, de vous inscrire en fac de droit et de prêter serment à Besançon en janvier 2001. Ça fait 25 ans que vous portez la toge, vous avez plaidé plus de 140 dossiers criminels, dont 128 en défense, et obtenu 24 acquittements. 25 acquittements. Il y a une semaine. Vous êtes un... Ah ouais, c'est ça, j'avais pas la mise à jour. Vous êtes un fervent pratiquant des arts martiaux. Je crois que vous collectionnez les stylos d'une célèbre marque que vous vous offrez après chaque acquittement. Vous allez donc peut-être en acheter donc un 25e. Oui. Vous aimez beaucoup la musique, le rock notamment, surtout. Vous êtes marié, vous avez 3 enfants. J'ai bon pour l'instant? Vous avez tout bon, sauf que j'ai aussi vécu en Irlande après l'Espagne. Ah bon, on va en parler. La première question que je me pose, avant de revenir un peu sur tout ça, est-ce que vous vous souvenez de la toute première personne que vous avez représentée devant la justice? Non, c'est trop compliqué, c'est trop loin, et j'étais collaborateur, donc j'en ai défendu plein, mais il y a le premier souvenir que j'ai qui m'est resté, c'est d'avoir défendu un homme qui est arrivé au tribunal en chaussettes. Il avait été interpellé, placé en garde à vue, et à la fin de sa garde à vue, présenté pour une comparution immédiate. Je me rappelle à l'époque, le procureur de la République, c'était Thérèse Brunissot qui soutenait l'accusation, et que je vais retrouver certainement dans le dossier Péchier d'ailleurs, dans l'accusation. Et Thérèse Brunissot devait requérir contre lui, et j'avais refusé que le procès se tienne tant qu'il n'avait pas de chaussures. Donc ça, c'est le premier procès dont je me souviens en pénal, et ça devait être, je devais avoir 2-3 mois de barreau. Ouais, quand même. Grosse tension au tribunal à l'époque. J'imagine que ça marque. Oui, ça marque parce que c'est surtout aussi le fait que dès le début, c'est un métier dans lequel je pense que la force d'un avocat, c'est de savoir dire non à un moment, de pas tout accepter. Et dans la machine judiciaire, l'avocat, c'est celui qui dit non et qui essaye de faire prendre conscience à un moment quand la machine fait fausse route, ou se trompe, ou va trop loin. On va en parler de cette machine judiciaire, on va en parler de la place de l'avocat. Je voulais savoir, le jeune Randall dans les années 70, début 80, il est quel type de jeune adolescent? Est-ce que déjà la justice, vous aviez ça en vous? Est-ce que vous étiez complètement différent? Vous étiez un élève sérieux? Vous aviez des passions? C'était quoi le jeune Randall? Moi, j'ai eu une scolarité compliquée à cause des affectations de mon père, parce que je changeais constamment d'établissement. Il était donc militaire? Il était militaire. Je n'ai pas bien vécu son affectation en région parisienne lorsqu'il était à Paris pendant 4 ans. Je dois dire que ça ne m'a pas beaucoup plu, ça a été difficile, c'était très violent. En plus, là, les endroits où on était, collège, lycée, c'était pas terrible. C'est comme ça que je me suis mis aux arts martiaux d'ailleurs. À force de me faire taper dessus, j'en avais marre. Je voulais pas être une victime. Et puis, mes parents ne voulaient pas que je fasse des sports de combat, donc j'en ai fait pendant plusieurs années en cachette. Je m'arrangeais pour faire de la boxe, pour faire du karaté. J'étais multipratique. Et puis après, on est arrivé à Draguignan dans le sud. J'ai adoré le sud de la France, de part. Et puis là, j'ai pratiqué des arts martiaux plus charpentés, la choreo jiu-jitsu, le sabre, etc. C'est étonnant de la part d'un père militaire de pas vouloir vous permettre de vous apprendre à vous défendre? C'était l'époque, ce type de pratique n'avait pas très bonne presse. Et je pense que nos parents ne comprenaient pas à l'époque que c'était absolument indispensable de savoir se défendre. Je mets ça sur le dos du fait qu'effectivement à l'époque pratiquer ce type, on n'était pas beaucoup à être des pratiquants. Les gens faisaient du football, faisaient du tennis, faisaient tout ça, mais pas des arts martiaux. On peut dire qu'à l'époque, finalement,
Vous étiez un jeune harcelé alors, ça veut dire Je l'ai été quand j'avais 13 ans, 14 ans. On était rackettés, on était harcelés, on était frappés. C'était régulier en région parisienne où j'étais. Ça a changé quand j'ai commencé à me mettre dans les sports de combat. Ça a changé quand j'étais en quatrième, où je me suis battu une fois au collège et où j'ai pu me défendre et montrer que j'étais capable de me défendre. Et après, on a arrêté de m'embêter. Et après, j'ai eu une scolarité beaucoup plus facile. Voilà. J'imagine qu'un avocat a toujours un moment dans sa jeunesse où il y a la justice qui rentre dans sa tête. Est-ce que c'est cette injustice-là que vous avez voulu combattre après? C'est très clairement ça. Moi, je me rappelle mon premier jour de collège en région parisienne. Je m'assois sur un banc dans la cour. Une bande de jeunes arrive, je suis expulsé, jeté par terre du banc, et là il y a un type qui m'explique que le banc il leur appartient, et donc que j'ai pas le droit de m'asseoir. Et je me suis dit ça me va pas, ça me convient pas, c'est pas juste. Et je pense que ça a suscité chez moi mon dégoût de l'injustice. Et puis à l'époque on va vivre un gros traumatisme en France. C'est un jeune maghrébin qui est dans un train, qui va être tué par deux types et dans un wagon bondé. Et ils vont l'éjecter du train. Il va être tué et personne ne tirera le signal d'alarme. Et à l'époque, ça a un gros retentissement au niveau national. Et je me suis dit, moi, je veux être le type qui, quand même, au moins tire le signal d'alarme. Je veux pas être comme ces gens-là, ne rien faire, fermer les yeux et avoir peur. Et je pense que ça part de là, cette envie de dire non et cette envie de ne pas accepter l'injustice. Parallèlement à cette prise de conscience-là, je sais qu'il y a votre maman vous fait lire beaucoup de livres et vous ouvrez un petit peu au monde parce que je sais que dans votre famille, la télévision est pas du tout un objet... Non, il n'y avait pas de télé, pas de téléphone chez mes parents. Dans les années 70, début 80, on n'avait pas tout ça, c'était comme ça. Et donc on lisait, mais on lisait énormément. Et c'est vrai que très jeune, ma mère, ma grand-mère aussi, vont me faire lire énormément de livres. Et je suis passionné surtout par notamment les autobiographies où je vois des gens qui à la base ont rien. C'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Et puis qui arrivent à réussir des vies extraordinaires avec notamment la volonté et le travail. Alors justement, vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure quand on parlait au collège. Le jeune Randall, du coup, est-ce que vous réussissiez quand même à bien travailler ou c'était compliqué aussi pour ça, du coup, au niveau... Très bien, jusqu'à ce que j'arrive en région parisienne. Ouais. En région parisienne, ça a été une catastrophe. J'ai redoublé ma quatrième, j'ai redoublé ma seconde, et après on est parti dans le sud de la France, et là ça a merveilleusement bien marché. Mais la région parisienne, ça n'a pas collé avec moi. Est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez faire avocat quand vous avez votre bac à Draguignan en 1990? Est-ce que vous pensez au futur déjà? Absolument pas. J'ai jamais pensé au futur. Je n'avais aucune ambition. C'est pour ça que quand je suis arrivé à Besançon, j'ai commencé la fac de lettres. J'étais en LEA. La première chose que j'ai demandé, c'est quand est-ce qu'on peut partir à l'étranger. On m'a dit il faut attendre la licence. Bon, j'ai dit on va arrêter la fac de lettres. Et puis j'ai trouvé les moyens de partir en Espagne. Et puis j'y suis resté un certain temps. J'étais dans le tourisme à Valence. J'ai adoré l'Espagne. Et puis je me suis fiancé avec une Irlandaise. Je suis parti aussi en Irlande. Et puis j'ai travaillé en tout 1 an à Besançon à l'hôtel Altea, qui est l'hôtel Mercure maintenant. J'étais night auditor. Je faisais les nuits. Et j'ai fait ça pendant mes 2 premières années de fac, tous les week-ends. J'imagine que le public qu'on rencontre est aussi différent. Et c'était un très bel hôtel, il y avait aussi beaucoup d'artistes qui venaient, j'ai rencontré Sim, je vais même vous raconter une petite anecdote qui est vraie. Un soir vers minuit, je fais la nuit, et donc à l'époque il y avait très peu d'ordinateurs, donc je prépare les clients m'appellent pour le petit déjeuner, et j'ai un type qui me dit voilà, je voudrais un petit déjeuner demain, je lui dis monsieur, faut remplir la fiche. Il me dit oui, je suis à la chambre 504, c'était les suites. Je dis oui monsieur, vous remplissez la fiche, je la prendrai cette nuit. Et je raccroche. Puis il rappelle 2 minutes après, il me dit monsieur, je suis à la chambre 504, je voudrais le petit déjeuner demain. Je dis monsieur, je vous l'ai déjà dit, il faut remplir la fiche. Je raccroche, il me rappelle et il me dit monsieur, je suis désolé mais je suis Gilbert Montagnier.
Et c'était Gilbert Montagnier, je ne le savais pas, on m'avait pas laissé la consigne. Donc comme il ne pouvait pas écrire, bien sûr, qui voulait qu'on lui remplisse sa fiche petit déjeuner. Mais des anecdotes comme ça, à l'hôtel, j'en ai eu plein, c'était fabuleux. Le monde de la nuit, c'était extraordinaire. Ça vous a appris quoi? Déjà à me débrouiller tout seul, parce que la nuit dans un hôtel de 90 chambres, j'étais seul. Il y a eu des moments où c'était tendu, il y avait des clients parfois qui étaient ivres, parfois qui étaient désagréables. Et puis, moi j'aimais... c'est un travail qui me plaisait beaucoup en fait. Mais ça ne rapportait pas beaucoup d'argent, et c'est pour ça que j'ai pris les études, parce que je gagnais à l'époque 6 000 francs. Bon, et moi je voulais gagner plus et vivre mieux. Et c'est pour ça que j'ai commencé les études au hasard, j'ai choisi la fac de droit. Vous avez fait aussi un peu de mannequinat, En fait, j'ai été repéré dans une boîte de nuit. Et puis après, ça m'a permis de faire des défilés. Il y avait beaucoup de défilés de mode à l'époque et je défilais un peu partout. Et c'était payé 800 francs de défilé. J'ai fait ça pendant 3 ans, entre la 2e année de droit et la maîtrise de droit. C'était sympa. En fait, vous vous êtes tourné vers le droit parce que vous vous disiez que c'était un secteur où on pouvait gagner mieux sa vie. Non, parce que comme j'ai commencé tard mes études, je me disais que le droit, ça pouvait mener à tout, l'immobilier, les assurances, les concours administratifs. C'est ce qui me paraissait le plus générique. Et comme je n'avais aucune vocation, voire même que très peu d'ambition, ne sachant pas ce que je voulais faire, le droit me paraissait le meilleur endroit pour obtenir un diplôme, parce que ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une maîtrise, pour ensuite accéder à des postes mieux payés. Alors qu'est-ce qui fait qu'en 2025, Randall Schwerdorfer ne soit pas vendeur immobilier ou clerc de notaire et qu'il soit avocat pénaliste? À quel moment il y a eu la bascule? Le hasard, je suis un jour à la fac en maîtrise de droit et je vois un panneau examen du CRFPA. Puis je demande à des copains, dont un copain qui est magistrat maintenant, et je dis mais c'est quoi ce truc-là? Il me dit c'est le concours pour devenir avocat. Et je dis ouais c'est vrai. C'est formidable, je me renseigne un peu et du coup je m'inscris. Je le passe une première fois, je finis dans les derniers, c'est une catastrophe. Je le repasse une seconde fois et là je finis 2e avec mon ami Claudel Delumeau qui est avocat à Pointe-à-Pitre qui lui finit 1er. Et voilà comment je rentre dans ce métier que je ne connais pas. Mais pourquoi pourquoi vous avez retenté votre chance alors même que vous aviez fini dans les derniers la première fois? Parce qu'il fallait bien que je travaille. Et donc j'ai été à 2 doigts en fait de rentrer dans une agence immobilière pour faire de la gestion de copropriété notamment. En droit, et puis j'ai réussi le concours, et donc, écoutez, ça s'est fait comme ça. Mais je n'avais vraiment aucune vocation, je ne savais pas du tout ce qu'était le métier d'avocat à ce moment-là. Et comment se sont passées les premières années alors? J'imagine que... Mal, très mal. Ouais. Porter une robe toute la journée pour un homme, c'est terrible. Non. Vous voulez vraiment qu'on commence à parler de ça maintenant? Non, non. Non, les 2 premières années, j'ai fait que du droit du travail quasiment. Moi, j'étais passionné de droit du travail, c'était très technique, c'était très intéressant. Je travaillais chez Bernard Van Hout, qui était un spécialiste. J'étais dans le bureau de Badinter, qu'avait occupé Badinter en 68, à Besançon, qui avait donné des cours à la fac de droit, d'ailleurs, des cours de droit commercial. Et elles se sont passées plutôt bien, mais au bout d'1 an et demi, j'avais déjà trop de clients. Donc mon patron m'a demandé de faire un choix entre le cabinet ou moi, et moi je lui ai proposé de s'associer. Il m'a dit non, vous pouvez aussi prendre la porte, et donc j'ai pris la porte. Vous aviez envie de monter votre équipe? Ouais, j'avais envie. Moi, j'ai toujours aimé le business, le commerce. Je suis certainement la génération tapis. Je trouve qu'on avait le côté libéral dans le sang. Moi, créer ma boîte, c'était un objectif. Et moi, je voulais, puisque j'étais dans le droit, puisque j'étais avocat, je voulais créer un gros cabinet d'avocats. C'est ce que j'ai fini par faire. Oui, avec beaucoup d'associés. Oui, on est 7 associés, il y a une 20aine de personnes qui travaillent dans le cabinet, on va avoir des nouveaux bureaux extrêmement grands à Besançon. C'était un objectif, ça. Mais j'aurais été dans l'immobilier, ça aurait été pareil, ou j'aurais été dans l'hôtellerie, c'était pareil. Mais c'est-à-dire que vous prenez chaque affaire comme une construction supplémentaire pour construire, le mot un peu fort, peut-être l'empire? Non, c'est pas un empire, loin de là, on n'est pas aux États-Unis ou en Suisse, malheureusement. Mais non, c'est pour construire une vraie société solide, pérenne. Vous couvrez j'imagine que vous couvrez l'intégralité des branches, entre guillemets, du monde judiciaire. Quasiment, on a quasiment toutes les branches, sauf le fiscal. Mais on est très partenaire avec certains cabinets fiscalistes. Mais sinon, effectivement, on couvre à peu près toutes les branches et puis on travaille sur toute la France. Et l'objectif, c'était d'être le plus gros cabinet à Besançon?
franc-comtois? Moi, je l'assume, c'était un objectif. Quand j'ai commencé, je regardais les plus gros cabinets, je me disais, moi, je veux faire quelque chose de mieux que ça. Est-ce que vous pensez que c'est toujours lié au fait que Randall, quand il était en 6e, il se faisait piquer la place sur son banc et que... Non, pas en 6e. En 6e, j'étais en Alsace, c'était formidable. C'est quand je suis arrivé en région parisienne. Ouais. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce qu'il y a cette envie de... Non, mon meilleur ami était libanais chrétien. Il s'appelait Franck Bouhari. Son père était gynécologue et quand j'étais dans le sud de la France, on faisait du business, on faisait des soirées, on vendait de l'alcool, on faisait du nettoyage de voitures, on faisait des trucs de dingue. Puis je bossais tous les étés dans un camping dans le Var. J'ai travaillé 4 étés de suite et on s'occupait des soirées, on faisait des lotos, on faisait des soirées tarot. En fait, on faisait du business et on faisait de l'argent et on adorait ça. Voilà. Donc je pense que c'est lié à l'envie d'entreprendre. C'était ça le truc qu'on avait. Ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'à notre époque, aimer parler comme ça de l'envie de l'entrepreneuriat, de l'envie de la réussite professionnelle, lié aussi, par exemple, on va en parler avec votre livre sur cette morale que vous critiquiez beaucoup en estimant que la loi maintenant, pardon ? Et secondaire. Est secondaire, effectivement, et qu'il y a ce côté un peu, on ne peut pas tout dire, vous avez conscience que c'est à une époque un peu difficile de mettre en valeur ça, de mettre ça en exergue, mais c'est quelque chose que vous assumez, en fait, ça fait partie de vous. C'est pas moi qui a une difficulté, c'est l'époque qui a une difficulté. Moi, je suis très libre dans mes propos, pas du tout sensible au courant woke ou au courant éco, néo-féministe et autres. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je pense que la liberté de parole, il faut la conserver. Moi, j'ai été éduqué avec droit de réponse, par exemple, où la liberté de parole était absolue. Et je pense qu'aujourd'hui, si tout le monde était parfois juste un peu plus courageux, et notamment dans le milieu médiatique, les choses se détendraient plus. Voilà. Donc moi, je dis ce que je pense, je l'étaye, je l'argumente, c'est pas des choses péremptoires que je dis, mais je l'assume complètement. Peu importe qu'on m'invite ou qu'on m'invite pas, c'est pas un drame, mais je ne vais pas édulcorer mon discours pour être dans l'air du temps. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Par exemple, je suis pas du tout pour la théorie du genre. Bon, je l'assume complètement. J'ai mes idées qui sont des idées précises, qui sont aussi des idées que j'ai de par mes lectures, de par mes réflexions, de par mes discussions. Après, je reste quelqu'un d'ouvert. Je suis tout à fait capable d'entendre le contraire de ce que je dis. Et parfois même dans mes livres, j'ai des interviews de gens qui pensent diamétralement. Je pense à Fabienne Thérin dans mon dernier livre, qui n'est pas du tout en phase avec ce que je dis, notamment sur certains courants féministes. Et pourtant, elle a une interview exhaustive dans mon livre dans laquelle elle développe le contraire de ce que moi je développe. Et je trouve ça intéressant. Est-ce que ce sont les affaires dont vous vous êtes aussi occupé qui vous ont forgé ça? Est-ce que vous avez évolué au fil du temps? Moi, j'aime le dialogue. Donc, et je n'aime pas l'hystérie. Et je n'aime pas l'agressivité ou la violence. Ce sont des choses que je déteste. Et je déteste ça, y compris dans les échanges verbaux. Je ne supporte pas ça. Je n'aime pas les gens qui crient. Je n'aime pas les gens qui essayent de parler plus fort que moi. Ça ne m'intéresse pas. J'aime les gens qui sont constructifs, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de discuter, de dialoguer. Voilà. Donc le reste ne m'intéresse pas. Et mes procès, je ne suis jamais ni agressif, ni violent, ni ce genre de choses. Pour en revenir aux premières années d'avocat, très vite vous êtes spécialisé dans le pénal. Et puis vous me l'aviez dit en préparant cette interview, vous n'aimez pas trop vous n'êtes pas trop défendre les parties civiles. Non, moi je n'ai pas l'empathie nécessaire, je pense, tout simplement. Je l'assume complètement. Je pense qu'il faut énormément d'empathie pour défendre, pour assister des parties civiles. Et moi, ce qui m'intéresse dans un procès, c'est un peu comme dans un comité, dans un combat, c'est d'être en défense. C'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, être partie civile, être du côté de l'institution n'est pas quelque chose qui me motive intellectuellement. Donc, je laisse ça à d'autres qui le font 1000 fois mieux que moi. Et moi, je me concentre exclusivement, quasiment sur la défense, sauf exception. En vous occupant de représenter la défense, vous êtes souvent perdant. C'est vrai.
mais parfois on gagne certains procès. Mais c'est ce que je dis, et notamment à mes jeunes associés, lorsqu'ils réussissent un dossier, je leur dis entraînez-vous plutôt à encaisser les échecs plutôt qu'à encaisser les succès. Ça c'est facile. On a beaucoup plus d'échecs que de succès dans notre métier, il faut l'accepter. Après, moi j'apprends toujours des échecs que j'ai, je m'améliore, j'essaye d'évoluer, et souvent, moi j'ai pas le réflexe de me dire quand j'ai un échec que c'est la faute des autres, c'est de la mienne. Voilà, c'est tout. Donc en partant de là, faut trouver la ressource nécessaire, l'énergie nécessaire pour s'améliorer. C'est l'avantage aussi d'avoir une équipe de gens extrêmement compétents, polycompétences en réalité en droit, et ça aide énormément. On gagne plus de procès d'ailleurs depuis qu'on a de véritables équipes. Notamment, on a des gens qui sont très pointus en procédure, qui sont pointus dans d'autres matières, et ça permet d'avoir une meilleure compétence. Ouais, c'est ce qu'on dit. Faut pas s'auto-centrer. Ouais. Peut-être qu'on oublie de dire que le métier d'avocat, c'est aussi un métier où on travaille beaucoup, en fait. Ben, c'est un métier où on travaille beaucoup, on lit beaucoup, on lit énormément les dossiers. Combien de temps vous passez pour préparer un procès? Combien de temps vous travaillez dessus? Des années, parce qu'en fait, on parle de procès d'assises, en fait, le procès, quand je rentre un dossier, je le connais. Et je le travaille régulièrement. Et en fait, quand on arrive au procès, je connais tout déjà de ce dossier. Donc je n'ai plus qu'à reprendre les points importants. Vous voyez, l'affaire Péchier, j'ai déjà lu 2 fois l'intégralité du dossier Péchier. J'attaque la 3e lecture, qui est une lecture maintenant de combat, c'est-à-dire de préparation de l'audience. Alors que le procès est dans plusieurs mois. Alors que le procès est dans plusieurs mois. Mais je ne découvre jamais un dossier la veille pour le lendemain, en tout cas dans les affaires criminelles. Je travaille aussi beaucoup chez moi le week-end ou le soir quand il n'y a pas de téléphone, je suis tranquille, je suis dans ma forêt, il n'y a que les chats pour m'embêter, donc ça me va très bien. Ouais. Je pense que c'est une discipline qu'on s'impose. Moi, je sais que je peux pas prendre un dossier en cour d'assises si j'ai pas lu tout le dossier. Je pourrais pas. Psychiquement, je me sentirais pas bien. Je me sentirais un imposteur si j'arrive aux assises sans avoir étudié tous les éléments d'un dossier. C'est pourtant ce qu'on voit régulièrement chez les grands avocats parisiens sur les grandes affaires. Oui, mais moi je suis pas parisien. Donc je les plains et on m'a fait des propositions pour exercer à Paris, je n'exercerai jamais à Paris. Donc la vie est complètement dingue, le prix de l'immobilier est complètement délirant, et vous avez aussi beaucoup de cabinets parisiens qui sont obligés de courir après des honoraires exorbitants pour pouvoir s'en sortir. C'est pas le cas en province. On vit très bien, on n'est pas obligé de courir après l'argent, donc on vit dans des conditions beaucoup plus confortables intellectuellement et professionnellement. On va revenir sur votre développement professionnel. Je voulais savoir, est-ce que vous vous souvenez de la date du 30 janvier 2018 ? Oui, c'est le placement en garde à vue de Jonathan Daval. Est-ce qu'on pourrait dire que votre vie, du moins professionnelle, a quand même changé ce jour-là ? C'est-à-dire que ce jour-là, vous faites une conférence de presse improvisée et Jonathan Daval vient d'avouer le meurtre de son épouse à la gendarmerie en garde à vue. Et vous et Maître Spatafora organisez une conférence de presse improvisée. Est-ce qu'on peut dire que ça a changé votre vie, ce moment-là ? Moi, le changement professionnel, je l'ai vu en mars 2017 avec l'affaire Péchier, qui était la première très grosse affaire nationale, hors norme. Oui. Et donc, je ne l'ai pas vu le 30 janvier 2018, parce qu'on était déjà tellement dans l'affaire Péchier qu'on a sous-estimé l'importance qu'allait prendre l'affaire Daval. Moi, je l'avais dit à mes Spatafora, ça va durer 48 heures, cette hystérie médiatique. C'est une affaire ordinaire, criminelle ordinaire. Il n'y avait peut-être pas grand-chose dans l'actualité, donc moi, j'ai pas compris l'emballement médiatique qu'il y avait autour de cette affaire. Après, effectivement... Sauf qu'au regard des gens, les gens vous ont forcément, le grand public vous a découvert ce soir-là, un peu dans la nuit, en conférence de presse. Ça, ouais. Et puis le tweet de Marlène Schiappa le lendemain, qui reprend un peu vos éléments de langage autour du poids d'Alexia Daval. C'est ça, et en fait, moi, j'avais pas du tout analysé que ça tombait en même temps que l'émergence du mouvement MeToo. Je l'ai analysé plus tard, je n'avais pas compris l'engouement qu'il y avait sur les réseaux sociaux, et en fait on ne suivait pas ce qui se passait médiatiquement. Donc avec Maître Spatafora, on a découvert
notamment après notre interview, la folie qui se passait sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas que l'affaire passait constamment à la télé, regardant très peu la télé, et en fait on s'est rendu compte de l'ampleur le lendemain. Voilà. Mais oui, ça a changé, évidemment, ça a changé beaucoup de choses au niveau professionnel. Ça aurait pu aussi me coûter tout simplement aussi ma carrière professionnelle à cette époque-là. Beaucoup de gens ne rêvaient que d'une chose, c'était de me faire radier du barreau. Depuis, vous jonglez un petit peu entre être présent dans les médias et puis vous méfier des médias, mais votre rapport aux médias a changé, quoi. Mon rapport a changé. Je suis devenu aussi chroniqueur chez BFM TV. C'est quelque chose qui me plaît, mais je fais beaucoup plus attention effectivement aux médias que je ne le faisais à l'époque. Mais je conserve ma liberté d'expression, ma liberté de parole, même si elle déplaît parfois. J'avais écrit une question. C'était le cas pour l'affaire Bedos. Oui. C'était le cas pour l'affaire Bedos, où j'ai dit très clairement que moi j'estimais que Nicolas Bedos aurait dû être relaxé, et que si une femme avait fait ce qu'a fait Nicolas Bedos dans une boîte de nuit à un jeune homme, en lui faisant un bisou et en lui mettant une main sur la cuisse, elle n'aurait jamais été poursuivie. Et que je n'ai pas compris cette condamnation de Nicolas Bedos. Et je sais que ça a beaucoup déplu. Et si Gérard Depardieu et ses conseillers vous appellent pour rejoindre son équipe de... Je serais absolument ravi de défendre Gérard Depardieu. Parce que d'abord, je le défends depuis des années lorsque j'ai l'occasion de le faire sur la présomption d'innocence, parce que c'est fondamental, parce que je déteste ces procès faits d'avance où on est déjà condamné avant qu'il y ait eu le procès. Regardez ce qui s'est passé dans l'affaire des 2 jeunes rugbyman qui ont été complètement blanchis des accusations qui étaient portées contre eux. Regardez l'affaire Mandy et d'autres. Et donc, effectivement, moi, je fais partie de ceux qui respectent la loi, et la loi, c'est la présomption d'innocence. Et je déteste le lynchage médiatique qu'il y a sur notamment des personnalités qui sont jugées et condamnées avant qu'il y ait un procès et qu'on détruit socialement. Gérard Depardieu a été complètement détruit socialement, professionnellement, au point que certains n'hésitent pas à blacklister ses films. Et puis, il a été même dans l'impossibilité, je crois, de continuer son spectacle qu'il faisait en raison de certaines manifestations. Je trouve ça détestable. Et moi, si je vous dis que... Ça s'appelle le fascisme, hein, quand même, ce genre de choses. Et si je vous dis, moi, que toutes ces affaires-là montrent bien que l'époque a changé et que dans la tête du grand public, le grand public doit prendre conscience que tout n'est plus acceptable comme ça a pu l'être avant. Je me fais moi-même le porte-parole d'une morale, c'est ça, au détriment de la loi et... Je pense que cette fausse morale qu'il y a aujourd'hui en France, elle tient sur une toute petite élite médiatique très puissante qui décide qui est bien et qui n'est pas bien. Oui, mais sauf que sur les réseaux sociaux, on voit bien que beaucoup de gens commentent, et je sais que vous êtes aussi présent maintenant un petit peu sur les réseaux sociaux, mais... moi, j'aime beaucoup le sketch d'Eboué sur Dédé. Fabrice Eboué. Oui, Fabrice Eboué sur Dédé. Avant, dans les PMU, il y avait l'idiot du village, il s'appelait Dédé. Et Dédé, il pensait que la Terre était plate et tout le monde rigolait. Et puis, il y a eu les réseaux sociaux. Et tous les Dédés de France se sont rencontrés. Et maintenant, celui qui pense que la Terre est ronde, c'est lui, l'idiot du village. Donc moi, les réseaux sociaux, je vous dirais, cette expression que j'aime bien, peu me chaud. C'est pas mon problème. Donc je ne vis pas avec les réseaux sociaux et je ne tiens aucun compte de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais la vague MeToo, vous estimez pas qu'elle a fait avancer quand même les choses? Je pense que d'abord, on ment aux gens en leur faisant croire qu'avant MeToo, les femmes n'avaient pas la parole, les femmes ne pouvaient pas parler, et que les juges ne les écoutaient pas, et que les hommes n'étaient pas condamnés par des tribunaux pour des affaires de viol. Donc je pense que cette vague MeToo, aujourd'hui, est extrêmement toxique. On le voit, les conséquences sont dramatiques dès qu'un est mis en examen ou pointé du doigt. Donc je vois aujourd'hui des effets extrêmement pervers concernant cette vague MeToo. Puis je vous dirais aussi, il y a l'entre-soi. L'entre-soi de qui? Moi, quand j'entends Judith Godrèche à la cérémonie des Césars, j'ai envie de pleurer. Hein. C'est catastrophique. C'est pas l'endroit, c'est pas le moment, c'est pas du tout... je trouve ça totalement indécent. On a l'impression que maintenant, c'est quasiment une médaille que de dire j'ai été violé ou j'ai été victime. Moi, je suis très sceptique sur l'effet bénéfique de tout ça.
Ouais, mais il y a une violence quand même, il y a une douleur de ces personnes-là qu'on doit prendre en compte. C'est peut-être aussi que elle a toujours été prise en compte. Depuis très longtemps, elle est prise en compte. Depuis que peut-être que le grand public l'a pas assez vu. Non, mais je peux vous assurer que beaucoup de magistrats doivent hurler quand ils entendent dire qu'avant 2017, on ne prenait pas en compte la parole des femmes, on ne condamnait pas pour les affaires de viol. Le combat de Gisèle Halimi pour faire reconnaître le viol entre époux, c'est il y a 35 ans. Hein. Elle l'a gagné, son combat. Heureusement qu'elle l'a gagné. Le nombre d'affaires de viol dans les cours d'assises a toujours été très important. Heureusement. On poursuit, on condamne, on sanctionne. Mais ce que je vous dis simplement, et c'est l'exemple même avec l'affaire Bedos, on exagère. On est dans l'exagération aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes sont en danger en réalité. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes... Vous estimez en danger, vous ? Mais comme n'importe quel homme, quand je reçois une femme dans ce bureau, la porte est toujours ouverte. Et en général, j'ai toujours un collaborateur ou un associé avec moi. Je ne reçois pas une femme seule, oui. Et je pense qu'on est beaucoup à se sentir fragile par rapport à une accusation, même une accusation qui pourrait être mensongère. Donc oui, je considère qu'aujourd'hui, quand on est un homme connu, eh bien on est en danger. Est-ce que Randall pense vraiment comme Maître Schwerdorfer ? Mais j'ai le sentiment que oui. Oui, je pense que... Ou est-ce que c'est Maître Schwerdorfer qui pense comme Randall, en fait ? En fait, je suis pas propriétaire de ma robe, c'est-à-dire que je distingue bien les choses. Je suis avocat, c'est mon métier, mais ce que je dis et ce que je plaide est cohérent par rapport à ce que je pense. Voilà. Je ne plaiderai pas ce que je ne pense pas. Okay. Donc je n'écrirai pas ce que je ne pense pas non plus dans mes livres. Donc je suis assez cohérent. Vous n'accepterez pas de prendre un dossier pour lequel vous ne seriez pas d'accord, enfin... Je refuse... Est-ce que vous avez déjà refusé ? Oui, je refuse parfois des dossiers. Je refuse, ça m'arrive parfois, notamment quand les gens m'expliquent que leur dossier est formidable et qu'il est gagné d'avance. Ça, je déteste ça. Après, plus les dossiers sont difficiles, plus ça m'intéresse en général. Mais je refuse systématiquement les dossiers où j'estime qu'on ne pourra rien faire. Vous avez beaucoup de gens qui nous contactent en nous parlant d'affaires de cold case ou autres, qui peuvent être en soi intéressantes, mais dans lesquelles on sait très bien qu'on n'arrivera à rien, et donc ça je ne prends pas. En fait, je ne fais jamais croire aux gens qu'on va faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Voilà. Donc, mais sinon, plus les affaires sont dures, plus les faits sont graves, plus ça nous intéresse. J'imagine depuis le procès Daval et avec le procès Péchier, on vous propose maintenant effectivement beaucoup de choses. Là, on a été contacté pour des dossiers de terrorisme, on a été contacté pour le dossier de Mazan, on est contacté pour plein d'affaires. Après, il faut qu'on se mette d'accord sur nos interventions. Puis je vous dirais aussi qu'on ne peut pas être partout. Donc, Quel conseil vous donneriez à un ou une jeune avocate qui s'apprête à prêter serment là, en 2025 ? Si elle s'apprête à prêter serment, c'est déjà trop tard. Je dirais qu'il ne faut pas commencer les études tout de suite, qu'il faut vivre un peu, parce qu'après ça va très vite, et après on ne vit plus beaucoup pour soi, une fois qu'on est dans le métier d'avocat. Peut-être de prendre un peu de temps, une année sabbatique, de voyager, d'aller voir d'autres choses, d'avoir des expériences, et de multiplier les expériences, notamment dans le monde du travail. Moi, je sais que j'ai travaillé en usine, j'ai travaillé dans le nettoyage industriel, je travaillais partout. Et je trouve que ça apporte quand même une connaissance des autres, une connaissance de soi, qui est plus intéressante que les gens qui n'ont jamais fait que l'école, la fac, l'examen, l'école d'avocat et le métier d'avocat. Et sur le début du métier d'avocat, les erreurs à ne pas commettre lors des premiers procès Je peux pas conseiller les gens en fait, parce que d'abord j'ai pas du tout, je pense pas du tout être une référence, donc Non, mais vous êtes un nom maintenant. De rester soi-même, c'est tout de copier personne. Voilà. Si j'avais un seul conseil à dire, c'est vraiment de ne copier personne. Moi, c'est un métier dans lequel j'ai pas de modèle, et je suis ravi de pas avoir de modèle. En fait, j'aurais beaucoup aimé faire l'armée, par exemple, mais mon père ayant merveilleusement réussi dans l'armée, j'aurais toujours été le fils d'eux.
Et donc j'ai la chance de ne pas avoir de modèle et de ne pas avoir d'atavisme dans la justice. Moi, je ne dois rien à personne dans mon parcours et je suis très content de ne pas avoir de modèle et de ne pas avoir de référence. Et vous voulez pas être le modèle pour les autres? Non, parce que j'en suis pas un. J'en suis absolument pas un. Est-ce qu'il se passe toujours quelque chose dans un procès? Oui. Ah ouais, dans les procès, il se passe énormément de choses dans les procès d'assises. Et puis il y a des moments incroyables pendant les audiences avec les jurés. Et ce qui est fabuleux, c'est quand on sent les procès tanguer, basculer. C'est extraordinaire en termes d'émotion, d'audience. C'est pour ça que vous faites ça? C'est pour ces moments-là? J'aime ça. Cette électricité qu'il y a à ce moment-là, c'est fabuleux. Et là, on sent que on est vraiment aux manettes du procès. On sent qu'on a une vraie incidence sur le procès. C'est très technique. C'est un peu comme, c'est vraiment très proche de ce qu'on ressent dans les arts martiaux quand on maîtrise la technique. C'est là où vraiment on se fait plaisir. Mais ça prend du temps. J'imagine que quand la justice est rendue, c'est quelque chose de fort. Ah oui, moi, quand la justice est rendue, puis je l'accepte, même quand je perds un procès. Et parfois, j'ai des présidents de cour d'assises qui viennent me voir en me disant, voilà, c'était bien, vous n'êtes pas trop déçus. Je leur dis, je suis jamais déçu par une décision judiciaire. Je l'analyse, je l'accepte. Et c'est fondamental pour moi d'accepter la chose judiciaire. Sinon, on n'est pas auxiliaire de justice, et je le suis. Comment est-ce qu'on vit les jours qui suivent avec son ou sa cliente, dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on coupe les ponts après? Comment se termine une relation, si elle se termine, entre un avocat et son client? Dès que le verdict est tombé, j'ai évacué le procès. Tout de suite. Je passe à autre chose. Vous pouvez ça, on peut. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est-à-dire que dès qu'un procès est terminé, je passe complètement à autre chose. Et je rumine pas. Et je refais pas mon procès dans ma tête, et je ne parle pas de mes procès d'ailleurs. Mais avec votre client? Chez moi. Avec mon client, c'est très court. Là, vous voyez, le dernier acquittement, on a eu 2 minutes d'échange. Tout ce que je lui ai dit, c'est voilà, c'est terminé. Vous êtes acquitté, rentrez chez vous, c'est fini. Mais c'est tout. J'ai pas eu de contact depuis. Et vous n'en reprendrez pas? Non. Non, parce que je suis déjà passé à autre chose et que je reste à ma place. Je suis pas son ami, je suis pas son frère, je suis pas son curé, je suis pas son psychiatre ou son psychologue. Je ne suis que son avocat et je suis là un moment sur un point technique pour le défendre à son procès et je ne suis pas plus que ça. Et je ne veux pas être plus que ça d'ailleurs. On a parlé des arts martiaux. Qu'est-ce que c'est que le Bushido? C'est le code d'honneur qu'on a dans les arts martiaux, c'est ce qui définit le comportement, la conduite qu'on doit avoir lorsqu'on est un pratiquant d'arts martiaux. C'est un code de loi. Et ça vous sert? C'est mon code premier. Moi, j'ai l'apprentissage de mes parents. Ils m'ont pas appris grand-chose, mes parents, si ce n'est à être honnête. Bon, à ne pas voler, à ne pas agresser les gens, et puis à s'assumer. C'est-à-dire travailler, s'assumer. Voilà ce que m'ont appris mes parents et les arts martiaux m'ont appris le reste. Et m'ont donné, je pense, la colonne vertébrale que j'avais pas quand j'ai dû faire face, par exemple, à la violence des autres. Mais que ce soit la violence physique ou psychologique. Et les arts martiaux m'ont donné cette confiance qui me manquait pour ne pas avoir peur de l'autre et peur du monde. Voilà. C'est ce qui fait que... Vous me dites que vous regardez pas, mais je sais que vous regardez quand même. C'est ce qui fait que quand on parle en mal de vous dans les médias, ça vous est indifférent? On dit que sourire est la meilleure façon de montrer les dents à son ennemi. Voilà ce qu'on dit au Japon, et je suis tout à fait en phase avec ça. Moi, j'ai appris très tôt, par exemple, qu'on ne répondait pas à des insultes, et que c'était indifférent. J'ai appris très tôt aussi, et notamment dans les arts martiaux, que la force la plus grande qu'on puisse avoir face à certains comportements, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence. Et je trouve que c'est une des armes les plus violentes, effectivement, qu'on peut avoir face à des gens qui sont belliqueux, agressifs, toxiques. Oui, mais vous aimez quand même aussi la joute verbale.
Naturellement, alors c'est les codes du procès, le combat du procès, je le prends véritablement comme un vrai combat, mais très codifié, avec le respect des règles. La parole ne circule pas n'importe comment, et j'aime ça. Je suis obligé de vous poser cette question parce que on parle de vous. Vous avez un fils aîné qui a des soucis avec la justice. Il a été mis en examen, placé en détention provisoire pour détention d'armes, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Comment est-ce qu'un père vit ça quand il est avocat? Mal, comme n'importe quel père. Mal parce que c'est complètement antinomique avec l'éducation qu'il a eue. Mal parce qu'il y a des petits frères aussi qui en souffrent. Mal parce que toute son éducation aurait dû l'écarter de ça, et que à part lui avoir pris des avocats extrêmement compétents, on est obligé de lâcher prise, on ne peut rien faire, et que la loi, et mon père m'a toujours appris ça, est la même pour tout le monde, et elle est la même pour lui comme pour les autres, et il est dans une affaire grave. Et j'espère pour lui qu'il s'en sortira bien, mais moi je pars aussi du principe qu'il est responsable de ce qui s'est passé, et responsable de la situation dans laquelle il est, et je dois dire que j'ai aussi, me concernant, beaucoup de colère vis-à-vis de ce qui s'est passé. Voilà. Il y a des jeunes qui, de par leur parcours, c'est écrit d'avance, mais il y en a quand même qui s'en sortent. Et puis ceux où ça ne devrait pas arriver, c'est très compliqué de l'admettre. Voilà. Pour en revenir à votre cabinet, c'est une des dernières questions, mais on sent qu'il y a un groupe très soudé. Vous vous êtes créé une équipe. Vous les avez choisis tous? Tous. J'ai choisi tous mes associés. La seule chose que vraiment, j'estime que j'ai été très bon dans ce métier-là, c'est la construction de mon cabinet. Voilà. Parce que j'ai vraiment choisi les bonnes personnes, avec les bonnes compétences, la bonne dynamique, et je dois dire que effectivement dans ce cabinet, je trouve que j'ai réussi à associer les meilleurs avocats de toute la région, qui sont autour de moi, et dont certains sont même certainement bien meilleurs que moi. Il y a de la jalousie dans cette profession? Oui, beaucoup, beaucoup. Oui, forcément, il y a des égos, on va pas se mentir. Alors il y a des égos, mais dans ce cabinet, pas trop, parce que je trouve que les problèmes d'ego, c'est assez dramatique. Et en général, ça se finit assez mal. Mais au tribunal, à Besançon, quand vous croisez des confrères, des consoeurs, est-ce qu'il y en a, vous savez, qui vous portent pas dans leur cœur? Je peux pas dire que je sois l'avocat le plus apprécié à Besançon. Non, c'est vrai, mais c'est comme ça depuis très longtemps, en fait. Je dirais que c'est comme ça depuis que j'ai commencé à avoir beaucoup d'affaires, puis à avoir des acquittements. Ça ne m'a pas apporté beaucoup d'amis. Mais par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que on est toujours, le cabinet, merveilleusement bien reçu à l'extérieur. Ça, c'est extraordinaire. Mais à Besançon, on est supporté. Voilà, on va dire les choses comme ça. Ça vous plaît, ça? Ça ne me gêne pas, ça ne me dérange pas. Je pense que c'est pas... Je n'aime pas les gens qui sont aimés par tout le monde. Voilà. Je trouve normal que certaines personnes ne m'aiment pas, et je suis ravi que certaines personnes ne m'aiment pas. Je serais très triste, par exemple, si Sandrine Rousseau m'aimait bien. Donc je pense qu'il faut savoir par qui on veut être aimé et par qui on ne veut pas l'être. Voilà. Il y a de la place encore dans le boîtier à stylos pour d'autres stylos de luxe? Ouais, il y a la place pour le 25e acquittement qui vient de tomber. Et c'est vrai que c'est un rituel. Et puis je vous dirais que j'ai un rapport à l'argent qui est un peu le même rapport qu'on peut avoir aux États-Unis ou dans d'autres pays, où je trouve ça formidable. Donc effectivement, quand j'ai un acquittement, je m'offre un stylo de luxe. J'ai gagné le SMIC. Je suis ravi de plus gagner le SMIC. J'ai fait des études pour ça. Et je trouve dommage qu'en France, on ne valorise pas la réussite, et qu'on est... je vois même des grands artistes qui essayent de faire croire qu'ils ne gagnent rien, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Enfin... C'est une société qui devient toute petite. Moi, j'ai été élevé avec le rêve américain, et j'ai gardé ça à l'esprit. Les 25 prochaines années de votre vie d'avocat, vous les voyez comment? Déléguer plus, prendre du recul, au contraire, non?
Moi, mon rêve absolu, c'est de finir en vendant des poulets boucanés à Saint-François en Guadeloupe. Donc, ça, c'est pour l'image qu'on dit ça. Non, c'est pas pour l'image. J'y vais d'ailleurs tous les ans en Guadeloupe. Je sais exactement où j'irai. Non, mais je vais pas. Je pense que après l'affaire Péché, une fois que ce sera passé, effectivement, je laisserai plus de place encore à mes associés que je n'en laisse aujourd'hui, mais je leur en laisse quand même beaucoup. Donc, je suis pas. Mon père me disait toujours, quand il était général, je suis pas mes étoiles. Mais moi, je vous dirais que je suis pas ma robe. Donc, le jour où je poserai la robe, eh ben, écoutez, une page sera tournée et je ne reviendrai pas dessus. Mais je n'aurai pas d'état d'âme non plus. Ni tristesse, ni état d'âme. J'aurais fait ce que j'avais à faire. Est-ce que vous avez menti pendant cette interview? Mais je ne mens jamais, je déteste les gens qui mentent. Par contre, j'ai une passion pour la mauvaise foi sans limite. D'ailleurs, il serait hors de question d'en laisser le monopole à la jambe féminine. J'ai développé une mauvaise foi que beaucoup de femmes peuvent m'envier. Mais je ne mens pas. Merci Randall Schwerdorfer. Merci à vous.